Sud FM. Il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de l'actualité de ce 18h. Attaque et critique à l'encontre de la justice dans l'affaire Sonko Adji Sarr. L'UMS exhorte ses membres à ne pas faire dans le déni. Il y a une part de vérité dans ce qui est reproché à la justice, dixit le juge Téliko, et c'est tout le fondement de la bataille pour l'indépendance de la justice qui signifie également plus de garanties pour les droits des citoyens. La lutte continue pour Guy Marius Sagna au lendemain de sa libération provisoire. L'activiste dénonce ce qu'il qualifie de deux poids, deux mesures dans le traitement des détenus politiques. Face à la presse ce matin, il appelle à la mobilisation et demande à ses camarades de rester concentrés, pas de distraction. Le report des élections locales, un agenda politique bien favorable à la majorité présidentielle, vu les exigences du contexte actuel, plus favorable à l'opposition. C'est l'analyse de l'enseignant-chercheur en sciences politiques, professeur Moussa Diaw. Mais l'opposition pourra-t-elle gérer cette situation qui lui est favorable jusqu'aux prochaines élections? Élément de réponse à suivre avec le professeur Moussa Diaw, puisqu'il est l'invité de ce journal. Covid-19 sur l'international. Une nouvelle variante doublement mutante du coronavirus est détectée dans des échantillons prélevés en Inde. Les scientifiques vérifient si cette variante ou deux mutations sont réunies dans le même virus peut être plus infectieux ou moins affecté par les vaccins. La page éco complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. L'Union des magistrats du Sénégal, UMS, emprunte au chef de l'État son slogan « Le temps de l'action » pour demander la mise en œuvre des propositions faites pour une justice indépendante, notamment le statut du parquet et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'UMS a tenu ce matin une journée de réflexion sur le thème « L'état de droit et indépendance de la justice, enjeux et perspectives » Abdoulaye Diop. L'indépendance de la justice passe par la mise en œuvre des propositions, notamment sur le statut du parquet et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, selon le président de l'Union des magistrats du Sénégal, le juge Souleymane Téliko. Nous estimons que sur ces deux questions-là, vraiment, les propositions qui ont été formulées par l'ensemble des acteurs de la justice doivent être mises en œuvre. Et si elles doivent être mises en œuvre, ce n'est pas dans l'intérêt des magistrats. Ça aussi, je tiens à le préciser. Ce que nous demandons, c'est qu'on renforce l'indépendance de la justice, en sachant qu'un renforcement de l'indépendance signifie également plus de garanties pour les droits des citoyens. Les attaques contre la justice suite à l'affaire Sonko Adji Sarr n'ont pas été du goût de l'EMS, d'où l'urgence des solutions. Le droit de critiquer ne doit pas aller verser dans le déni. Il ne faut pas aussi qu'on dise qu'il n'y a rien, que la justice ne fonctionne pas. Non, la justice fonctionne. Maintenant, il faut que nous aussi, en tant que praticiens, qu'on ne verse pas dans le déni, qu'on accepte les critiques, qu'on sache qu'une part de ces critiques-là est sans doute fondée et qu'on essaye de trouver les vraies solutions. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'Union des magistrats du Sénégal reste ferme. Il ne doit pas être sous la tutelle de l'exécutif. Nous considérons qu'il y a une inadéquation entre d'une part la mission qui est assignée à ce conseil et d'autre part les règles d'organisation et de fonctionnement de ce conseil. Un conseil qui a pour tâche de protéger les magistrats, on ne peut pas le mettre sous la tutelle de ce pouvoir exécutif. La journée de réflexion était une occasion pour les acteurs de la justice de rappeler l'existence de conclusions qui ont été tirées des travaux avec le ministère pendant une période de 2 ans. Abdoulaye Diop avec l'Union des magistrats du Sénégal qui emprunte au chef de l'État son slogan « Le temps de l'action » pour demander la mise en œuvre des propositions faites pour une justice indépendante, notamment le statut du parquet et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Biram Souley Diop, administrateur du parti PASTEF, et Abbas Fall, coordonnateur du parti à Dakar, obtiennent une liberté provisoire, une décision du juge saluée par leur avocat, Maître Bamba Ndiaye, et joint par El Hadj Malick Ndiaye. Oui, je confirme cette information que mes clients, à savoir M. Abbas Fall et M. Biram Souley Diop, ont bénéficié quand même d'une mise en liberté provisoire suite à leur audition au fond du dossier, sur le fond du dossier. Maintenant, quelle est la suite de la procédure? Oui, pour le moment, l'enquête continue, bien sûr, l'instruction continue, certainement, parce que peut-être d'autres personnes concernées vont être entendues sur le fond du dossier. Donc, le juge, s'il termine son instruction, peut soit prendre une ordonnance de renvoi ou bien prendre une ordonnance de non-lieu. Est-ce que vous allez vous battre pour ce non-lieu? Bon, effectivement, si le juge instruit à décharge en faveur de nos clients, donc certainement le juge va prendre une ordonnance de non-lieu.
Mais en tout état de cause, nous sommes dans les dispositions quand même de faire face à toutes les situations, toutes les éventualités. Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette décision du juge? Oui, on n'est pas surpris quand même, parce que au sortir de ces événements malheureux quand même, je pense que le seul message qui a été véhiculé par tous les Sénégalais, c'était quand même une logique d'apaisement. Et je pense que la justice aussi, je pense qu'elle est entrée dans cette logique pour quand même apaiser la tension. Et je pense que c'est une décision vraiment salutaire pour quand même pour que le calme et la sérénité reviennent, n'est-ce pas, au Sénégal. C'était bien les propos de Maître Babacar Ndiaye. Birame Souleye Diop, administrateur du parti PASTEF, et Abass Fall, coordonnateur du parti à Dakar, ont obtenu une liberté provisoire selon l'avocat. Après sa libération, Guy Marius Sagna exige la libération sans condition de tous les détenus et dénonce ce qu'il qualifie de Koumba Amdey et Koumba Amoundey dans le traitement des détenus. L'activiste compte poursuivre la lutte et appelle à la mobilisation. Ismaïla Marcel Colli. À moins de 24 heures de sa libération, l'activiste Guy Marius Sagna exige la libération de tous les détenus politiques et dénonce par la même occasion ce qu'il qualifie de 2 poids 2 mesures dans le traitement des détenus. Notre liberté n'aura aucun sens tant que nos autres camarades de Ziguinchor, de Diourbel et de Dakar continueront à croupir dans les geôles du président Macky Sall. Et donc nous exigeons aujourd'hui plus que jamais la libération de tous les otages politiques. Et nous en profitons pour dénoncer énergiquement, fortement, ce 2 poids 2 mesures que nous dénonçons sur d'autres questions dans le traitement fait des détenus politiques. Pourquoi est-ce que, pour que Guy Marius Sagna, qui n'a été arrêté que le 22 février, sorte? D'abord, nous dénonçons ce 2 poids 2 mesures. Nous dénonçons cette politique, d'accord, du Koumba Amdey et du Koumba Amoundey, alors que nous avons une majorité de détenus politiques qui ont été arrêtés depuis les 8 et 9 février 2021. L'activiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et appelle à la mobilisation. Pas de charrue avant les bœufs, nous tenons à le dire clairement. C'est pourquoi, avec nos camarades du Front Multitude Doïna, nous allons poursuivre la lutte et mettre au cœur du débat les préoccupations des populations sénégalaises et les questions de souveraineté. Et nous continuerons aussi à nous battre sur les questions, en fait, politiques. Donc, la lutte continue et nous sommes persuadés que le peuple sénégalais, les peuples africains vaincront. Pour rappel, Guy Marius Sagna a été arrêté le 22 février dernier dans le cadre de l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a rendu visite cet après-midi au président des jeunes marabouts du Sénégal. Le leader du PASTEF a magnifié la responsabilité des hommes religieux sur ce qu'il qualifie de complot politique. Occasion saisie par Serigne Modou Bousso Dieng pour réitérer son soutien à Sonko. C'est le peuple qui a tranché, selon le président des jeunes marabouts, qui invite Ousmane Sonko à poursuivre le combat. On l'écoute. Nous avons 2 décisions extrêmement importantes. Une décision de la justice, des décisions morales. Il y a 2 décisions dans cette affaire. Une décision de la justice et une décision morale que j'apprécie beaucoup. La première est la décision du peuple sénégalais. Ils ont même accusé le peuple de terroriste. Donc tous les Sénégalais sont des terroristes. Parce que 13 régions sur les 14 ont refusé cette affaire. Donc la justice n'a plus de regard sur cette affaire. Côté moral, la parole de Serigne Mountakha Mbacké, qui demande d'enterrer cette affaire, prouve qu'Ousmane Sonko n'est pas coupable. Ce dossier est donc clos. Je te conseille, Ousmane Sonko, de remercier le peuple sénégalais et d'éviter les faucons, car Abdoulaye Wade et Macky Sall sont victimes des faucons. À ce stade du bras de fer, il ne faut pas reculer. Il faut mener le combat jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter, Monsieur le Président. Allez voir tout le monde. Il faut en débrasser. C'était donc à l'instant le président des jeunes marabouts du Sénégal, Serigne Modou Bousso Dieng, qui était avec Adama Ndione. Report des élections locales. Le projet de loi adopté hier en Conseil des ministres, un report lié à la situation inconfortable dans laquelle se trouve le pouvoir, selon le professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, professeur Moussa Diaw. Il sera notre invité. Sud FM.
Désaccords liés au foncier à Thiès, les marailleurs et autorités municipales dénoncent l'extension des travaux d'aménagement de la ZAC sur le site devant abriter le marché aux poissons moderne. C'est au nord de la ville de Thiès. Pointé du doigt, la direction régionale de l'urbanisme de Thiès réagit. Le chef du service régional rappelle que ce projet d'extension date de 2004 avec un décret rendant exécutoire ce projet. Un accord a été trouvé avec la municipalité. 2 hectares de la parcelle en question ont été octroyés pour abriter le marché. Abdou Aziz Diop, chef de service régional de Thiès avec Babacar Sow. Il n'y a pas une autorité qui peut délivrer dans la ZAC une assiette sans l'aval de la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture. C'est un projet qui date de 2004 avec un décret rendant exécutoire ce projet. Et dans cette superficie qui faisait 250 hectares, c'est zoné en zone d'habitat, en zone d'activité et en zone récréative. Il s'est trouvé que après les 3 premières tranches, je vais d'abord vous montrer que l'assiette dont parle la mairie de ville de Thiès, tout ça c'est ce que je viens de montrer là. Et c'est cette assiette-là qui constitue les 10 hectares qui font objet aujourd'hui de cette sortie de la mairie de Thiès. Et nous voyons ici, et je vais vous montrer la 3e carte qui montre plus les détails. Nous avons ici les 10 hectares et la zone réservée au marché aux poissons, elle est là cette zone. La zone fait 5 hectares 89 arts. Voilà le morcellement qui a été fait pour l'extension de la ZAC. Et c'est là où se trouve le marché aux poissons de Thiès. Maintenant, la mairie ville, à travers Geneva, que cette assiette, il y avait une délibération. D'ailleurs, qu'on n'a pas encore vue. Au moment où je vous parle, moi, je n'ai pas encore vu de délibération. Ils nous avaient saisis au moment de faire ça. Et je vous signale qu'il y avait des impactés ici, avec qui on a négocié pendant 6 mois pour les dédommager. Et on a déménagé tous les impactés se trouvant dans la zone. La mairie nous avait saisis une fois qu'on avait commencé les travaux d'aménagement, pour nous dire qu'ils avaient depuis des années un projet de marché aux poissons. Nous, on leur a dit que vous ne pouvez pas avoir là-bas un papier en bonne et due forme. Parce que tout simplement, il n'y a pas une autorité municipale qui peut délibérer sur cette assiette. Mais comme c'est un projet de l'État et la mairie est une partie intégrante de l'État, il n'y a aucun souci. On va essayer d'intégrer ce projet-là. On leur a proposé une assiette d'environ 2 hectares. Et moi-même, j'y étais en compagnie de Geneba, lui qui a parlé ce matin, en compagnie du directeur de cabinet du maire de ville. Ils étaient d'accord pour continuer. Ils se sont même dit que ce site-là est meilleur. Une fois retourné en ville, c'est peut-être le maire qui leur a dit que lui, il ne veut pas 2 hectares, mais il veut 5 hectares, tout rond. Et ce qu'ils m'ont sorti, c'est un expert cadastral. L'accès à l'emploi pour tous Sénégalais et la formation est au centre des débats de l'atelier qui réunit les acteurs du secteur du pétrole et du gaz. Pour une égalité d'opportunités, les langues nationales seront incluses dans la formation, surtout pour les ouvriers qui ont appris dans le tas. Un atelier se tient depuis ce matin avec comme thème l'identification des secteurs porteurs d'emploi et plans de formation au métier du pétrole et des énergies. Josette Kali. La formation pour tous, tel est le souhait des acteurs du secteur pétrolier et gazier avant l'exploitation prochaine du pétrole. Un processus de formation dans lequel les langues nationales seront prises en compte. Agui Bouba, directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz. Il faut que nous adaptions nos méthodes, que nous fassions preuve de créativité. Donc il faut que nous prenions des professionnels qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience. Comme nous avons donné l'exemple, nous avons des professionnels du métier qui font la formation aussi bien en français qu'en langue locale. Et pour moi, ce sera un succès et c'est quelque chose qui doit être continué et ne pas voir comme un aspect limitant. Pour une large implication et la pérennisation des acquis, l'INPG va collaborer avec les établissements techniques. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à ces institutions. Nous sommes là justement pour compléter ce dispositif. Donc c'est un pipeline. Sans ces institutions, sans les lycées de la Fosse, sans l'ESP, l'EPT, l'Institut Polytechnique Saint-Louis, l'IST, l'INPG n'a pas de vivier. Nous n'avons pas de personnes que nous pouvons spécialiser. Donc définitivement, nous ne pourrons pas laisser ces personnes en rade. Au contraire, nous les considérons à part entière comme partie du dispositif. Et donc nous allons travailler à les intégrer sur ça. Dans un premier temps, 40 apprentis vont être formés par an dans une école de soudure. Franck Plia, directeur général de Technique Énergie Sénégal. C'est une formation de soudage qui va former à peu près 40 apprentis par an la première année et on va monter jusqu'à 80-100 personnes pour les autres années. Non, en fait cette formation ne nécessite pas le baccalauréat. La cible, ce sera des apprentis sans qualification ou des BEP ou des CAP ou des gens qui ont le niveau bac ou des gens qui ont des BTS et qui veulent se spécialiser vraiment sur cette formation. Les acteurs du secteur pétrolier prennent les devants avec la formation des apprentis pour une grande majorité de main-d'œuvre locale dans l'exploitation du pétrole.
Le directeur général de l'ONAS a effectué une visite de terrain hier à Diourbel et Bambey pour juger le niveau d'exécution des chantiers, l'état des projets mis en branle pour la gestion des eaux usées et du plan directeur d'assainissement. Les élus locaux saluent ce qu'ils appellent une démarche inclusive mais évoquent quelques préoccupations liées aux inondations. Adam Ndiaye. La problématique des inondations préoccupe les populations de Diourbel et de Bambey. La visite du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a permis aux élus locaux d'échanger avec les différents acteurs pour trouver des solutions aux problèmes des inondations. Khalifa Ababakar Mbodj est le premier adjoint de la commune de Bambey. Ceci constitue pour nous et pour toute la population donc un espoir. Mais ces bassins-là ne font que le tiers de la ville. Donc il faut quand même penser donc à les augmenter. Les linéaires d'évacuation sont aussi insuffisants. Il y a aussi quelques buses qu'il faut donc réhabiliter. Mais tout ça, nous allons discuter avec promesse de la part de M. le directeur général de l'ONAS. Pour le député maire de Diourbel, Malik Fall, il faut une implication des élus locaux dans les projets d'assainissement. Il y a beaucoup de projets qui interviennent dans les communes sans pour autant quand même passer par le maire pour avoir des réunions de concertation comme celle-ci avec le maire. Beaucoup de ces projets-là sont voués à l'échec. Parce que le bénéficiaire, d'abord, il doit être impliqué, il doit être quand même associé en amont et en aval. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal pense que l'assainissement est une compétence partagée. Babacar Mbaye. Donc le système de curage des caniveaux, on va essayer d'entrer en contact avec la mairie pour que cette collaboration puisse être vraiment de façon plus huilée. Même si évidemment l'assainissement n'est pas transféré, mais c'est une compétence qui est partagée. Cela veut dire qu'il y a en quelque sorte des engagements que la mairie peut prendre en termes de sensibilisation, mais aussi en termes tout simplement d'accompagnement dans le cadre des gestions des ouvrages. On peut aller dans le cadre tout simplement donc d'une convention qui pourrait être signée entre l'ONAS et la mairie. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal est pour la mise en place d'un réseau d'assainissement des eaux usées dans la ville de Bambey pour mettre fin au branchement anarchique. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. 176 têtes de singes, des têtes de serpents, de caïmans, de crocodiles, plus de 450 cornes, des pattes de diverses espèces ont été saisies par les agents du secteur des eaux et forêts de Kahone, des produits de divers animaux qui se trouvaient dans un camion en provenance du Mali. Le propriétaire a été sanctionné et a payé une amende de près d'1 million conformément à la loi sur le code de la chasse. Mamadou Kamara. Les agents des eaux et forêts du secteur de Kahone ont interpellé un chauffeur de camion en provenance du Mali. 176 têtes de singes, des têtes de caïmans, de crocodiles, de serpents, entre autres produits de diverses espèces ont été saisis. Le colonel Moussa Dramé est l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kaolack. Lors d'un contrôle de routine des agents des eaux et forêts de Kahone, la supervision du lieutenant Astoulo, les agents ont immobilisé un camion venant du Mali qui transportait des produits divers. Donc on a eu à dénombrer un certain nombre d'espèces. C'est ainsi que nous avons eu 176 têtes de singes, notamment il y a ce qu'on appelle les patas, ensuite il y a des babouins et des singes verts. On a aussi recensé 4 peaux de ratels, ensuite des têtes de serpents divers, ensuite nous avons des cornes de céphalops, qui sont au nombre de 450 paires, ensuite on a des cornes de coprodonca, qui sont au nombre de 24 paires, des têtes de chacal, une tête de crocodile et des membres supérieurs et inférieurs de ce qu'on appelle les oryxtères. Donc en gros c'est ça les produits que nous avons saisis. Le camion vient du Mali. C'est pas maintenant si on a essayé d'enquêter un peu pour savoir l'origine de ces produits-là. Mais jusqu'à présent ce qu'on sait c'est que ça vient du Mali. Mais on ne sait pas même. On les a retenus ici pendant quand même une semaine pour savoir davantage. Après enquête, le chauffeur du camion a finalement payé une sanction pécuniaire. Oui, ils ont été sanctionnés. Bon, c'est une sanction pécuniaire parce que c'est ça que dit la loi. Bon, on a une transaction de 900 000 d'après la loi de la chasse de la date de 1986. L'article L32 nous dit qu'il y a une amende qu'on peut donner, une amende de 120 000 à 1 million de. Donc c'est dans la fourchette. Il n'y avait pas d'autorisation, on appelle le venant du Mali, et aussi à l'entrée il devait avoir des papiers au niveau de la douane. Arrivé maintenant au Sénégal, avec tous ces papiers-là, on devait faire une circulation. Si vraiment les espèces sont conformes à la... Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. 25 mars 1957, 25 mars 2021, 64 ans que nous quittait Serigne Babacar Sy. La Oumma islamique se rappelle cet homme de Dieu, premier khalife de Maodo, Babacar Sow.
64 ans déjà que Serigne Babacar Sy, premier khalife de Seydi Hadji Malick Sy, a été rappelé auprès de son Seigneur Tabaraka wa Taala, l'homme au bonnet carré, légendaire viatique pour la jeunesse et pour toute l'humanité. L'érudit qui, disait-il, depuis sa naissance a toujours adopté et suivi Allah et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours rempli ses devoirs religieux sans défaillance aucune vis-à-vis de son Créateur, incitant aussi ses disciples à connaître et à suivre l'Éternel. Cheikh Al-Khalifa pour ses disciples a continué l'œuvre colossale de son père Mamadou Malick Sy. Cet érudit de l'islam, né en 1885 et à Dieu le 25 mars 1957, a érigé beaucoup de mosquées et daras à travers les régions du Sénégal. C'est cet homme de Dieu dont se rappelle la Oumma islamique ce 25 mars, 64 ans déjà, mais toujours présent dans les cœurs et les esprits de toute la Oumma islamique. Un legs de valeur aussi pour la continuité et l'action, sinon l'œuvre de son vénéré père, Seydi Hadji Malick Sy, avec Serigne Mansour Sy, Borom Daara Ji, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, Serigne Pape Malick Sy, tous ses fils, hélas, rappelés à Dieu. Cette œuvre tombe aujourd'hui entre les mains de son homonyme et khalifa, Serigne Babacar Sy Mansour, fils de Mame Rokhaya Ndiaye et de Seydi Hadji Malick Sy. Cheikh Al Khalifa est plus que présent à Tivaouane ce 25 mars avec des cérémonies de ziar accompagnées des mesures strictes de barrières anti-Covid. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, ce 25 mars qui commémore le rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy, le premier khalife de Maodo, une journée marquée par des prières. Parlons santé à présent avec la progression de la pandémie. 5 nouveaux décès et 121 nouvelles infections annoncées par le ministère de la Santé. Le bulletin quotidien révèle par ailleurs que 303 patients ont été déclarés guéris. 1415 patients sont actuellement pris en charge. Le point avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 1571 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,70%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 74 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis de la manière suivante. La région de Dakar totalise 43 cas, dont 4 aux HLM et au Plateau, 3 à Mariste, Rufisque et Yoff, 2 à Amitié 2, Grand Yoff, Mamel, Mermoz, Ngor, Pikine et Sacré-Cœur, 1 à Aïnoumadi, Dieuppeul, Guédiawaye, Golfe Sud, Keur Massar, Liberté 6, Médina, Niary Tally, Nord Foire, Parcelles Assainies, Port et zone de captage. Dans les autres régions, nous avons 31 cas, dont 10 à Mbour, 3 à Kolda, Thiès, Touba et Ziguinchor, 2 à Vélingara, 1 à Matam, Popenguine, Richard Toll, Sakal, Saly, Sokone et Sédhiou. 303 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 24 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 38 255 cas ont été déclarés positifs, dont 35 000 guéris, 1028 décédés et donc 1415 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs qu'à ce jour, 197 900 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Sud International.
Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session ordinaire en visioconférence ce 25 mars 2021, analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union. La conférence salue la sérénité qui a prévalu à la suite des dernières élections présidentielles tenues dans les États membres. Elle adresse ses félicitations aux acteurs politiques de ces pays et à l'ensemble des parties prenantes pour leur contribution à l'enracinement de la culture démocratique dans l'Union. La conférence adresse ses vives félicitations au président Roch-Marc Christian Kaboré et à Alassane Ouattara pour leur brillante réélection et à Mohamed Bazoum pour son élection à la présidence de la République du Niger. Une nouvelle variante doublement mutante du coronavirus est détectée dans des échantillons prélevés en Inde. Les scientifiques vérifient si cette variante ou deux mutations sont réunies dans le même virus peut être plus infectieuse ou moins affectée par les vaccins. Comme tous les virus, le coronavirus se modifie par petites touches lorsqu'il se passe d'une personne à une autre. 2 mois après son... Sud FM. États-Unis, Joe Biden donne ce jeudi sa première conférence de presse. L'aide est là et l'espoir arrive. Le président américain Joe Biden a insisté sur ce qui constitue selon lui ses deux priorités, la lutte contre la COVID-19 et le redressement de l'économie américaine. Le président des États-Unis s'est réjoui d'avoir atteint son objectif de 100 millions d'injections de vaccins contre la COVID-19 en seulement 58 jours, soit bien plus tôt que les 100 jours fixés originellement. Il a ensuite annoncé un nouvel objectif de 100 millions d'injections d'ici son 5e jour en fonction. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit du professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, professeur Moussa Diaw, qui s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye sur la question liée au report des élections locales. Nous sommes avec professeur Moussa Diaw. Bonjour. Bonjour. Alors, les élections locales ont été reportées. D'ailleurs, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Peut-on dire que ce report est lié à la situation actuelle défavorable au régime en place? Oui, les élections locales ont été reportées dans un climat très tendu, dans un climat où il y a vraiment un calme précaire compte tenu des rapports de force. À mon avis, c'est lié à cette situation-là qui n'est pas très favorable à la majorité, parce que chaque fois, c'est en fonction du contexte, c'est en fonction de la situation que l'on fixe l'agenda politique. Mais cet agenda politique-là, avec les exigences du contexte, cela n'est pas du tout favorable à la majorité qui est dans une situation peu confortable. À mon avis, c'est la raison pour laquelle elle a tenu à reporter les élections locales. Quelles conséquences politiques de ce report? Oui, ce report n'est pas souhaité par l'opposition qui est en train de se consolider, qui est en train de se renforcer. Et si ce n'est pas une bonne opportunité, cela ne semble pas traduire les calculs et les enjeux politiques. C'est la raison pour laquelle l'opposition souhaite qu'on fixe les élections. D'ailleurs, et là, elle tenait à ce qu'on fixe les dates parce que on l'a reporté plusieurs fois. Et encore, il y a possibilité de tenir les élections durant cette année. Mais on ne comprend pas les logiques de fonctionnement de la majorité qui a une majorité mécanique à l'Assemblée et qui va faire passer donc la loi. Dans tous les cas, il y a un problème, il y a un rapport de force. Et l'opposition peut saisir ce rapport de force-là. Mais maintenant, il faut voir combien de temps ça va durer. Parce que il ne me semble pas, la majorité ne me semble pas décrypter vraiment le fond de la crise, disons, bien comprendre le message envoyé par les manifestants, surtout les jeunes, parce que quelque temps après, on a lancé un méga meeting qui n'est pas du tout la réponse. La réponse, c'est de réfléchir, de faire d'abord une évaluation des différentes structures de création d'emplois, il y en a beaucoup, et il faut donc les rationaliser, faire un bilan, faire une réflexion approfondie sur la situation de la jeunesse, le problème d'emploi, le problème de pauvreté,
et y apporter donc des réponses. À mon avis, le méga-meeting ne me semble pas du tout traduire la préoccupation des jeunes, et ça s'inscrit dans une logique de politique politicienne qu'on a connue toujours. Je crois qu'il faudra changer de politique, il faudra tourner cette page-là de politique politicienne et s'attaquer vraiment aux différents problèmes auxquels sont confrontées les populations du pays. Alors, est-ce que l'opposition peut gérer cette situation qui lui est favorable jusqu'aux prochaines élections locales? Pour l'instant, je ne crois pas, parce que, vous savez, les rapports de force, il faudra les entretenir, il faudra travailler dans le sens d'apporter des réponses idoines en réfléchissant sur les différents enjeux et essayer de décrypter les différents messages et d'apporter par des politiques publiques, par une réflexion approfondie des vrais problèmes qui se posent dans le pays, dans tous les secteurs, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine de l'économie. Et approfondir la réflexion veut dire aussi impliquer les différents acteurs, les gens, les spécialistes des questions d'emploi, les spécialistes des questions sociales, les associer dans la réflexion pour produire un document qui puisse servir de canevas pour répondre aux problèmes des jeunes. Et l'opposition, je ne sais pas si elle est en train de réfléchir, mais il faut la pression ne peut pas continuer, elle ne peut pas garantir ce rapport de force éternellement. Donc c'est en rapport avec le contexte et ça dépendra aussi des réponses qu'apporteront la majorité. Donc on est dans un contexte vraiment compliqué où il y a cette situation favorable parce que favorable à l'opposition. Mais combien de temps ça va durer? Ça dépendra, à mon avis, ça dépendra essentiellement des réponses qu'apportera justement la majorité pour faire face à cette situation. Et dans ce cas, quelle doit être l'attitude de l'opposition? L'attitude de l'opposition, c'est de s'unir et c'est de réfléchir à tous les problèmes. J'espère qu'elle a compris, elle sait comment les aborder et consolider sa position, réfléchir sur l'ensemble des questions et puis surtout s'entendre sur un projet de société. Et bannir tout ce qui puisse les diviser et éviter aussi les récupérations politiques parce qu'on sait comment fonctionne le politique en Afrique, le clientélisme, quelques sommes d'argent pour faire partir les gens de l'opposition vers la majorité. La transhumance, c'est surtout à travers les sous, à travers des positions à pouvoir ou bien des nominations. Et je pense que ce qui est important, c'est un engagement politique pour son pays, c'est un engagement par rapport à un défi, par rapport à un idéal, et surtout respecter les principes de base, les principes par rapport à des enjeux, par rapport à une idéologie, ça peut aussi par rapport à un certain nombre de valeurs éthiques. Et je pense que c'est ça le fondement même d'un engagement politique. À partir de ce moment-là, si la réflexion et si les engagements sont bien définis, je pense que la mobilisation pourra se faire et maintenir le cap pour réussir justement la politique qui sera proposée et à laquelle s'identifieront des populations, des citoyens. Professeur Moussa Diaw, je vous remercie. Je vous remercie, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Malgré la levée de l'état de catastrophe sanitaire, les taxis de l'AIBD sont toujours dans le désarroi, selon Matar Gadiaga, membre de la commission des taxis de l'AIBD. Ça ne fonctionne pas comme avant parce qu'il y a toujours le problème des vols qui viennent d'Europe, qui étaient les vols les plus prioritaires de l'aéroport et qui nous donnaient plus de clients. Mais jusque là où je vous parle, les vols viennent, mais ça n'amène rien du tout. Vraiment, on a cette difficulté-là. En plus, le transport irrégulier qui pose un grand problème dans l'aéroport. À chaque fois, on a tenté beaucoup de réunions et de séminaires uniquement pour faire sortir ces gens qui font de l'irrégulier. Mais jusque là où je vous parle, vraiment,
nous n'avons pas satisfait. Auparavant, on faisait 2 rotations par jour, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Les chauffeurs restent environ 3 jours pour arriver à la tête de ligne, pour pouvoir faire une seule rotation. Donc tout ce que je peux vous dire est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à l'aéroport. Nous vivons des difficultés, beaucoup de difficultés dans l'aéroport. Les taxis AIBD vivent beaucoup de difficultés. Ils ont eu même, vous savez, un chauffeur qui reste pendant très longtemps, 3 jours dans l'aéroport et qui fait une seule rotation, avec le prix qu'on nous a imposé, 15 000 francs d'ici Dakar. Un chauffeur qui reste pendant 3 jours, qui prend la consommation quotidienne pendant 3 jours et qui vient au tête de ligne le 3e jour, qui prend un client et l'amène à 15 000 francs. Vraiment, nous ne sortons pas. En plus, on paye. Ce sont des taxis qui ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. On paye durement. On paye environ 191 700 francs. Chaque mois, on le paye à la Seine-Iran. Et que nos taxis, ça consomme l'essence et le gasoil. C'est ce qu'ils consomment. L'essence et le gaz. Vous savez, c'est très dur. Et ce sont des taxis qui consomment. Et à chaque mois, si nous ne payons pas, chaque le 5, on risque d'avoir des problèmes avec Seine-Iran. Parce que ces taxis ne nous appartiennent pas. Ce sont des dettes, on les paye chaque mois. C'est ce que nous vivons ici dans l'aéroport. Partout, nous étions là pour qu'on nous aide vraiment à nous sortir de ces tarifs vraiment qu'on ne peut vraiment pas savoir comment on l'a estimé. 15 000 francs d'ici Dakar, 10 000 francs d'ici Thiès, 10 000 francs jusqu'à Saly. Mais avec un taximan qui reste pendant 3 jours, c'est dur. Tout ce qu'on peut vous dire est que c'est dur. Nous ne connaissons que l'aéroport, mais nous vivons que des difficultés ici. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Attaque et critique à l'encontre de la justice dans l'affaire Sonko Adji Sarr. L'UMS exhorte ses membres à ne pas faire dans le déni. Il y a une part de vérité dans ce qui est reproché à la justice, dixit Juge Téliko. Et c'est tout le fondement de la bataille pour l'indépendance de la justice qui signifie également plus de garanties pour les droits des citoyens. La lutte continue pour Guy Marius Sagna. Au lendemain de sa libération provisoire, l'activiste dénonce ce qu'il qualifie de 2 poids 2 mesures dans le traitement des détenus politiques. Face à la presse ce matin, il appelle à la mobilisation et demande à ses camarades de rester concentrés, pas de distraction. Le report des élections locales, un agenda politique bien favorable à la majorité présidentielle, vu les exigences du contexte actuel plus favorable à l'opposition. C'est l'analyse de l'enseignant-chercheur en sciences politiques, professeur Moussa Diaw. Mais l'opposition pourra-t-elle gérer cette situation qui lui est favorable jusqu'aux prochaines élections? Covid-19 sur l'international, une nouvelle variante doublement mutante du coronavirus est détectée dans des échantillons prélevés en Inde. Les scientifiques vérifient si cette variante ou 2 mutations sont réunies dans le même virus peut être plus infectieuse ou moins affectée par les vaccins. La page Éco a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition.